Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et je vous partage mon écran. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire sur les nouvelles filières et les enjeux de relocalisation et de création de partenariats durables. Donc, je me présente, je suis Joséphine Delavigne, je suis chargée de mission pour l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes pour le pôle VG Police-Vallée. Je suis accompagnée de ma collègue Michèle Roux, qui est assistante antenne régionale pour VG Police-Vallée. Et avant de présenter nos intervenantes, je vais vous informer de quelques bonnes pratiques, on va dire, pour le bon déroulé de ce webinaire. Lors de votre connexion, merci de couper vos micros et votre caméra afin de préserver au mieux la qualité de la visioconférence. Merci également de poser vos questions dans le chat. Donc, il y a une petite bulle en bas. Elles seront posées par l'animateur à la fin de l'intervention. Merci également d'indiquer vos noms, prénoms et structures. Donc, vous pouvez aller sur votre nom dans la liste des participants et sur les 3 petits points et vous pouvez modifier si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous rappelle que cette visioconférence est enregistrée. Donc, ce webinaire sera donc animé par nos 2 intervenantes qui sont Bulle Pouzolé, consultante spécialiste des filières alimentaires durables pour le cabinet de conseil Trias-Gressard, et Célia Bagneux-Chadefaux, qui est chargée de projet pour le pôle filières et territoires au CDA, qui est le Centre de développement de l'agroécologie. Je les laisserai se présenter plus en détail juste après. Et je profite de cette introduction pour les remercier vraiment chaleureusement pour leur investissement dans l'organisation de ce webinaire. Et je vous remercie également à l'ensemble des participants d'être présents ce matin. Donc, je vais laisser la parole à nos 2 intervenantes qui vont commencer donc par se présenter, nous présenter leur structure, puis qui parleront donc des enjeux, des bonnes pratiques et des étapes importantes dans la création de nouvelles filières. Donc, je te laisse la parole, Célia, pour commencer cette intervention. Donc bonjour à toutes et tous. Merci à VG Police de nous avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui et puis à Trias Gressard pour la collaboration. Donc moi c'est donc Célia Bagneux-Chadefaux, je suis chargée de projet filière et territoire au Centre de développement de l'agroécologie depuis 2020. Avant ça, donc j'ai été diplômée de l'ISARA de Lyon, qui est l'Institut supérieur d'agronomie Rhône-Alpes, où j'ai fait une spécialisation en développement et en ingénierie des territoires. Pour présenter du coup rapidement le CDA, donc on appartient au groupe Biosphère. Le groupe Biosphère, donc c'est 3 filiales, donc le Centre de développement de l'agroécologie, Biosphère et l'Institut de formation agroécologique. Pourquoi ces 3 filiales? Parce que ça nous permet d'avoir un service qu'on appelle un service à 360 degrés, donc sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc à la fois sur l'amont, l'accompagnement vraiment technique avec des diagnostics d'exploitation, des formations professionnelles, voilà, de l'accompagnement aussi bien en collectif qu'en individuel aux agriculteurs pour la transition agroécologique. On a également, on intervient sur l'aval et auprès de projets grands comptes sur de la sensibilisation et formation des collaborateurs et aussi sur vraiment de l'accompagnement stratégique, donc dans les stratégies RSE en lien avec l'agriculture et aussi dans tout ce qui est transition du sourcing justement pour la relocalisation. Et enfin, on a une activité qui est du coup plus ma partie, d'appui aux institutions et aux collectivités, donc sur les politiques publiques en lien avec l'agriculture et l'alimentation, dont je reparlerai plus tard dans la présentation, et aussi sur tout ce qui est stratégie territoriale d'accompagnement à la transition agroécologique et toujours à la reterritorialisation de l'alimentation. Voilà. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Bulle Pouzoulet, je suis consultante chez Trias Gressard depuis janvier 2021 et je suis spécialiste des filières alimentaires durables. En quelques mots, j'ai une formation d'agronome. J'ai commencé ma carrière dans des projets carbone en fait sur les filières agricoles et forestières.
Ensuite, je me suis ouverte plus largement au développement durable sur les filières agricoles et agroalimentaires, notamment en pilotant le PCAET du parc Normandie-Maine. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler chez un industriel de la transformation des fruits et légumes, donc sur l'approvisionnement durable de cet industriel. J'ai aussi travaillé sur la table ronde pour la durabilité de la filière bovine en Europe. Donc on avait les agro-industriels européens de la filière bovine autour de la table. Et j'ai décidé, à la suite de cette expérience, de mettre mes compétences au service du cabinet Trias-Gressard. Le cabinet Trias-Gressard, donc notre mission, c'est bien vous accompagner dans votre transformation vers l'alimentation durable. Et ça repose principalement sur 3 grands points, c'est-à-dire qu'on propose un éclairage stratégique à travers des études, des exercices de prospective et l'accompagnement dans les choix stratégiques. On accompagne aussi les entreprises sur la transformation, et pas seulement les entreprises, hein, les organisations et les systèmes. Et on travaille aussi bien avec les territoires qu'on accompagne régulièrement dans la définition de leurs plans alimentaires territoriaux. Et on travaille aussi du coup avec les filières aussi du point de vue privé, du point de vue industriel. Pour commencer cette présentation, juste redéfinir ce que c'est un système alimentaire et qu'est-ce qu'il est actuellement. Donc, un système alimentaire, ça correspond à la façon dont les sociétés humaines s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et pour consommer leur nourriture. Actuellement, notre système alimentaire, il repose sur un modèle qui est un modèle agro-industriel. Et ce modèle, on fait le constat aujourd'hui qu'il est à bout de souffle. Quand je dis on fait le constat, c'est ni moi personnellement ni en interne au CDA, c'est un constat qui est fait par l'ensemble des experts de France et d'ailleurs qui étudient ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est à bout de souffle? Ben déjà parce que sur le volet économique, pour citer un exemple, sur 100 euros d'achat alimentaire en France, il y a seulement 6,5 euros qui sont captés par l'agriculture française. Donc on le sait, au niveau de la production, des agriculteurs qui ont de grosses difficultés économiques et qui vivent principalement aujourd'hui des subventions européennes. Au niveau environnemental, on sait que ce système alimentaire il génère un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Qu'au niveau du changement climatique, on commence à observer les premiers effets sur l'agriculture. Donc ça commence à être très compliqué, aussi bien les sécheresses de 2020 que les grosses pluies de l'été 2021 là. D'un point de vue social, il a de plus en plus de mal à assurer la sécurité alimentaire. Pour donner des exemples récents, on a vu à la crise du Covid ou actuellement avec les conflits en Ukraine que ce système hyper mondialisé, il était plus du tout efficient face à ce genre de problématique. Pour donner un exemple interne au CDA, nous, suite à la crise Covid, il y a un grand industriel transformateur de compotes qui nous a contactés parce que lors du Covid, il avait plus du tout de matières premières à transformer dans ses usines. Donc, il a décidé de refaire sa stratégie et de s'approvisionner français. Ça, c'est pour l'exemple. Alors, c'est un constat qui est pas très positif, je vous l'accorde. Mais grand heureusement, il y a énormément d'initiatives qui démarrent. Là, ce webinaire en est la preuve et Trias Gressard et nous-mêmes, on travaille déjà, on a déjà beaucoup d'exemples à vous donner de changements de paradigme sur ce système et de nouveaux enjeux donc qu'on va vous présenter tout de suite. Voilà, donc
Pour répondre aux nouveaux enjeux des filières alimentaires, il y a effectivement ce changement de paradigme qui va se mettre en place. Et là, en fait, je vous présente je dirais le résultat d'un exercice de prospective qu'on a pu faire en interne chez Trieste Gressard pour établir les enjeux de demain pour les futures filières alimentaires. Donc, pour nous, en fait, il y aura 4 enjeux fondamentaux, notamment la transition vers l'agroécologie et l'adaptation au changement climatique, la décarbonation des filières et des entreprises agricoles, la substitution des protéines carnées par des sources alternatives et l'origine France et la souveraineté alimentaire. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur, la souveraineté alimentaire, justement en réaction aux différentes crises que Célia a évoquées. Quand on prend les 2 premiers enjeux, on se rend compte qu'on peut les regrouper finalement dans une thématique d'impact positif sur l'environnement des filières alimentaires. Si on prend les 3 premiers, finalement, ça va impliquer à terme une évolution des espèces cultivées. Et concernant l'origine France et la souveraineté alimentaire, l'idée c'est ce que ça impliquerait, ce serait du coup la baisse de la concurrence des autres pays et des agriculteurs plus forts dans la négociation. Et finalement, si on regarde ces 3 points, on se rend compte que c'est complètement aligné avec les problématiques du développement durable qui donc n'a jamais été autant d'actualité. Joséphine, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Merci. Et juste un petit retour en arrière, la durabilité, c'est quand même quelque chose dont on parle depuis un moment. Donc, la notion apparaît en 1987 en Norvège et finalement trouve sa définition officielle en 1992 au sommet de la Terre à Rio. Donc, un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donc, l'intersection en fait finalement de ces 3 principes définit la durabilité, définition qui est reprise d'ailleurs à travers les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En complément de cette notion de durabilité, on a pensé nécessaire de rappeler cette notion également de résilience. Donc la résilience, c'est la capacité d'un système à maintenir ou recouvrir ses fonctions essentielles lorsqu'il est soumis à une perturbation. Donc comme ce dont on parlait tout à l'heure de, par exemple, crise Covid, de guerre en Ukraine, etc. Donc c'est à la fois la capacité à résister à la perturbation, à l'absorber et à recouvrir ses capacités à la suite de cette perturbation. Dans le cadre d'un système alimentaire, ces notions de durabilité et de résilience, on a essayé de les résumer en qu'est-ce qui serait en fait ces nouvelles filières durables et résilientes. Tu peux passer, Joséphine, la diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est quelques points qui, voilà, à la fois pour Trieste et pour nous, nous paraissent essentiels dans ce qu'est une filière durable et résiliente. Donc, il faut qu'elle soit respectueuse et rémunératrice pour les producteurs. Donc, voilà, ça permet aussi le soutien de l'installation et le maintien de la population agricole, qui est aussi également un énorme enjeu actuel. Il faut que ces filières, elles soient relocalisées. Il faut qu'elles aient un impact positif sur l'environnement, donc notamment en généralisant l'agroécologie, qu'elles soient décarbonées, qu'elles soient productrices de denrées alimentaires accessibles, donc toujours avec cette notion de sécurité alimentaire, donc qu'elles soient certes rémunératrices pour les producteurs, mais accessibles aux consommateurs, et qu'elles développent des outils de transformation et de stockage locaux. Tous ces éléments-là, ils sont dépendants de quelque chose qui a été pour nous un point fort à préciser, c'est qu'il nécessite de créer une relation de confiance sur le long terme entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs. Et du coup, pour créer cette relation stable et de confiance entre les acteurs, il y a
quelques points d'attention qu'on a pu faire émerger de nos différentes expériences. Du côté de l'amont, l'idée c'est d'être transparent sur la qualité, les modes de production, de s'insérer dans un processus de suivi et d'amélioration continue, mais en réalité, c'est très très en lien avec l'aval. Et pour l'amont, on considère que l'agriculteur doit être impliqué dans sa filière et force de proposition. Par exemple, quand je travaillais chez Diana Food, on travaillait donc main dans la main avec les agriculteurs, tant sur le suivi culture, plusieurs visites par an, mais on organisait aussi à la demande des agriculteurs des ateliers de formation et d'échange de pratiques, les réunions bout de champ. On suivait aussi les pratiques durables, donc là on était plus sur une visite par an et puis la définition avec les agriculteurs d'un plan d'amélioration continue des pratiques. Et on travaillait aussi de notre côté justement à notamment réduire les achats spot au minimum avec un objectif de tendre vers zéro. Parce qu'en fait finalement ce partenariat avec les agriculteurs, cette proximité, ça nous permettait de sécuriser nos approvisionnements et puis ça permettait aussi aux agriculteurs, donc qui avaient des contrats relativement rémunérateurs, et si on n'était pas déjà dans des contrats à long terme, on était quand même sur des renouvellements de partenariats d'à peu près 80% des producteurs avec lesquels on travaillait. Donc il y avait vraiment cette relation long terme qui se construit à long terme. J'ai pas fini. Je voulais juste parler sur la diapo d'avant, Joséphine, de l'exemple de McCain qui a fait une publication au début de l'année justement, qui a annoncé qu'avec avec ses partenaires les plus anciens, partenaires producteurs les plus anciens justement, ils avaient renégocié le prix d'achat des pommes de terre. Donc on est sur des contrats plus rémunérateurs et qu'ils avaient signé des contrats d'appro de 3 ans. Et c'est vraiment, enfin pour moi ça a vraiment été un signal fort cet article justement dans la presse, de se dire voilà, ça arrive quoi. Donc par rapport à la relation stable et de confiance entre les acteurs, on a aussi quelques autres exemples à partager avec vous, notamment on a eu l'occasion de travailler avec Redcell qui a entrepris une structuration de filière dédiée aux cornichons depuis 2019. Et d'ailleurs, comme je vois qu'ils sont présents au webinaire, peut-être ils pourront témoigner en fin de présentation de leur expérience. Dans le cadre de ce projet, notre contribution a d'abord été d'éclairer sur les différents modèles de partenariat amont-aval possibles, puis de mener une écoute et une concertation avec les producteurs pour finalement essayer de les faire changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que les producteurs, l'idée c'était de les faire passer de l'état d'esprit le cornichon est une diversification sur mon exploitation, je saisis cette opportunité, voilà, ah non, le cornichon, ça va être quelque chose d'important sur mon exploitation, je m'implique dans la filière, je m'implique avec Redcell et donc je vais chercher à m'améliorer techniquement. Et on retrouve cette idée de processus du coup d'amélioration continue qui peut permettre aussi d'améliorer la compétitivité de la culture notamment. On a également pu travailler avec Noriap, qui en 2018 cherche à se diversifier vers les légumes et qui à cette date-là n'a aucune activité légumes en 2018. Et donc on a pu les accompagner en élaborant 10 scénarios de diversification. Et les administrateurs à cette époque-là ont choisi de démarrer par la carotte. Et du coup, pour sécuriser le développement de la filière, on les a accompagnés pour construire une organisation
de spécialistes en fait de la carotte au sein d'une coopérative généraliste pour éviter justement de perdre le lien direct amont-aval et pour éviter justement, enfin non, et plutôt pour favoriser le fait d'avoir des agriculteurs impliqués. C'est-à-dire qu'en fait, on sent quand même que le fondamental, il y a une relation humaine. Il y a une relation humaine qui est fondamentale entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire que plus on va communiquer, plus on va travailler et plus et mieux la filière va fonctionner. Voilà. Euh, voilà. Et en fait, c'est le cas pour un certain nombre d'autres filières en construction. Euh, donc plusieurs projets que nous accompagnons et dans lesquels nous permettons finalement à nos clients de réunir tous les ingrédients d'un partenariat de confiance transparent, durable, gagnant-gagnant, en réfléchissant aussi à des modèles économiques alternatifs, parce que relocaliser sa production en France a quand même souvent un coût. Voilà. Et donc pour finir sur construire une filière durable, finalement, ce que je peux tirer notamment de mes expériences chez Diana Food et de mon expérience sur la table européenne pour le développement de la filière bovine durable, c'est que dans ces filières-là, finalement, il y a d'abord une importance du cahier des charges qui va permettre de spécifier les produits, mais aussi les pratiques agricoles désirées, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas juste sur des pratiques agricoles technico-techniques. On s'ouvre quand même beaucoup, effectivement, sur le développement durable, l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, la gestion de l'eau et des choses comme ça. Et donc ça, typiquement chez Diana Food, c'était annexé au cahier des charges. Enfin, c'était, pardon, dans le cahier des charges, annexé au contrat. Et il y avait un réel engagement des producteurs dans cette dynamique de développement durable. Pourtant, on a l'amélioration continue. Donc c'est là où c'est important d'avoir un groupe cohérent et qui fonctionne. Donc suivi technique individuel du côté de l'industriel vers les producteurs, mais aussi il faut que l'industriel soit à l'écoute des producteurs, de leurs besoins éventuellement de formation, leurs besoins de réunions ou d'ateliers thématiques. Et en fait, ça permet de créer cette relation de confiance toujours basée sur l'humain. Et je dirais jamais assez, mais quand on est industriel, connaître ses producteurs individuellement, c'est fondamental, même si négocier les contrats au niveau des coopératives, ça n'empêche pas d'aller rendre visite aux producteurs en individuel. Ça, c'est ce qu'on faisait notamment chez Diana Food quand on achetait en Bretagne des poireaux à des très grosses coopératives. On connaissait quand même chaque producteur et on passait leur rendre visite régulièrement. Voilà. Pour rebondir du coup sur ce que Bull disait et l'importance de l'ancrage territorial, parler un petit peu des projets alimentaires territoriaux. Donc c'est voilà, parmi les leviers qui existent sur la reterritorialisation des filières, c'est une opportunité importante à connaître. Donc les projets alimentaires territoriaux, ils sont prévus depuis la loi d'avenir agriculture, alimentation et forêt de 2014. Ils sont en fait composés d'un diagnostic qui s'appuie sur un état des lieux de la production agricole, des capacités du territoire, des besoins alimentaires du bassin de vie. Et il contient du coup de manière concertée, il permet d'élaborer à l'initiative des acteurs du territoire une stratégie qui donne un plan d'action opérationnel. Je vous ai mis sur la diapo la carte que vous pouvez retrouver sur RNPAT, c'est le réseau des PAT au niveau national. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a des PAT donc à peu près partout sur le territoire. Et, euh, il est important de connaître ça parce que comme on l'a dit,
déjà depuis le début, la connaissance du réseau d'acteurs est, euh, est hyper importante lorsqu'on monte ce type de projet. Joséphine, tu peux passer la diapo. Voilà. Je vais essayer de résumer rapidement, mais un peu les trois principaux rouages d'un partenariat réussi. Donc les premières étapes de construction du partenariat et de définition du projet sont essentielles à la réussite d'une filière. Donc il y a étudier les capacités et les jeux d'acteurs du territoire, comme je viens de le dire, notamment on peut se baser sur les diagnostics des PAT. Il y a l'importance de définir les valeurs et l'identité du projet précisément et de manière concertée avec tous les acteurs qui vont être partie prenante de la filière en démarrage de projet. Pourquoi? Pour donner un exemple d'une filière qu'on a montée au sein du CDA, une filière de légumineuses qui avait pour but à la fois de diversifier les productions agricoles sur le territoire concerné et à la fois d'alimenter la restauration collective. En fait, donc on était appuyé par la collectivité et au changement d'exécutif, la collectivité a décidé qu'elle soutiendrait des projets tout bio. Et donc ça ne correspondait pas au pool d'agriculteurs qu'on avait au départ. Et ce changement de cap, ce changement d'identité du projet a été très négatif, très néfaste pour la filière. Et troisièmement, donc d'avoir un porteur économique fort à la filière, parce que du coup, comme je l'ai dit, les PAT sont des opportunités à la fois de financement et puis de connaissance du réseau d'acteurs, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même un porteur économique qui va être fort sur la filière. Parce que sinon, et ça a été aussi le cas de cette filière dont je parle, quand du coup la collectivité se retire de la subvention euh, ou quand donc il y a une baisse, il y a une baisse de financement, il faut qu'il y ait un porteur économique qui soit capable de reprendre l'investissement, de reprendre la communication et la commercialisation de la filière. Voilà. En résumé, et pour donner quelques exemples un peu plus concrets sur ce que je viens de dire, donc les premières étapes, je viens d'en discuter. Donc, pour reprendre sur l'accompagnement des agriculteurs, donc il y a dans les étapes importantes, il y a l'accompagnement des agriculteurs, donc aussi bien au niveau du volume et des rendements qu'au niveau de cahier des charges, de la filière. Donc pour donner un exemple, nous au CDA, on a pu accompagner AMC Agricommerce, qui est une grande entreprise de transformation de jus de fruits notamment. Et on a pu les accompagner dans un cahier des charges, les acteurs du vivant, pour leur filière agrumes. Donc c'est un cahier des charges qui a été construit à la fois avec AMC Agricommerce et leurs producteurs, et puis avec le CDA comme caution technique et scientifique, qui donc prend des critères comme voilà, la biodiversité, la qualité des sols, etc. Et qui a ensuite été labellisé par un cabinet d'audit, voilà, Bureau Veritas. Donc ça, c'est pour donner un exemple. Pour le développement des outils de transformation et conditionnement locaux, on a un projet actuellement avec Elior, qui est une grande entreprise de restauration collective, et J'achète Fermier, une start-up partenaire. Donc l'idée, c'est de mettre cette start-up, elle monte des containers de transformation chez les agriculteurs pour augmenter la valeur ajoutée des producteurs. Et dans le cadre de ce projet, l'idée, c'est donc de créer une filière qui alimenterait directement les restaurants Elior, du producteur qui s'occuperait de la transformation, J'achète Fermier qui s'occuperait de la logistique directement avec Elior. Et dernière étape qui me paraissait importante, donc c'est tout ce qui est communication autour de la filière, l'importance de vraiment créer une identité, une sorte de storytelling qui présente qui présente les producteurs, qui rend concret la partie production, et d'avoir donc toujours cette évaluation de la filière et cette analyse de performance en amélioration continue.
En conclusion, on peut dire que développer une nouvelle filière durable, ça peut pas se faire seul parce que ça implique une multitude d'acteurs aux cultures différentes en fait. Quand on parle des producteurs, quand on parle des industriels, quand on parle des distributeurs. Et du coup, on observe la nécessité de faire appel à un tiers pour permettre à tous ces acteurs de parler le même langage, euh, réussir à tous les mobiliser au sein d'un territoire. Parce que comme Célia l'a évoqué, en fait, un projet de filière, s'il émerge pas d'un territoire, il a finalement peu de chances d'aboutir. C'est-à-dire qu'il va falloir des gens forts pour porter ces projets. Donc nécessité de faire appel à un tiers pour accompagner les acteurs aval au sein de la filière amont et des territoires. Et pour gagner en efficacité, c'est-à-dire en évitant de réinventer ce qui existe déjà ailleurs et du coup en adoptant rapidement les meilleures pratiques. Voilà, et vous avez un petit exemple de deux personnes sur le terrain qui ne parlent pas le même langage, typiquement là, un producteur et un acheteur. Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Bah, merci beaucoup, Bulle et Célia, pour cette présentation très riche. Je vais arrêter le partage du PowerPoint et puis on va regarder s'il y a des questions. Euh, voilà, je vous laisse la parole si vous voulez réagir avec nos intervenantes sur ce qu'elles ont présenté. Si vous avez des questions aussi sur les programmes alimentaires territoriaux, sur les enjeux des filières, n'hésitez pas. Oui, bonjour, donc moi je suis Thibaut Arbonnel de Rise. Je ne sais pas si vous nous connaissez, mais donc on est une entreprise spécialisée dans l'apport de financement pour les performances bas carbone des agriculteurs. Et alors je trouve ça super intéressant tout ce que vous disiez sur les nouveaux enjeux des filières, les 4 points que vous avez présentés au début. Je me posais la question de savoir à quel point on a des stratégies bas carbone qui sont mises en place par les filières. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des filières qui ont changé leur cahier des charges pour valoriser des pratiques bas carbone via des primes de la part de la filière? Est-ce que vous savez ce qu'il existe sur ce sujet qui finalement fait écho au premier point que vous avez mentionné? Oui, alors à ma connaissance, aujourd'hui, non. Enfin, c'est pas mis en pratique, mais ça n'empêche qu'on a quand même un certain nombre de d'industriels qui rentrent dans des stratégies, en fait, qui rentrent le carbone dans la stratégie RSE et qui inévitablement vont devoir se poser la question de leur approvisionnement et finalement de la production agricole. Donc aujourd'hui, c'est pas encore en place, mais à mon sens, ça va arriver. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il y aura des primes? Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, l'idée que les industriels incluent les producteurs dans leur logique d'une réduction de leur bilan carbone, oui. Et de là, après, bah, c'est justement, j'ai envie de dire, aux producteurs d'être suffisamment forts euh, pour, voilà, pour négocier que ça rentre dans un cadre de prime ou de. Ça pourrait être une prime à la qualité. Par exemple, aujourd'hui, on sait il y a des logiques de primes par rapport à la qualité du produit. On pourrait envisager que des pratiques agricoles qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça rentre dans une logique de qualité. Juste pour compléter, nous, on travaille, alors c'est pas vraiment des filières dédiées bas carbone,
mais on a des grands groupes avec lesquels on travaille plutôt donc sur la partie production dans leur cahier des charges pour inciter les agriculteurs sur le stockage du carbone dans leurs pratiques. Donc avoir des pratiques sur sol vivant, par exemple, en semi-direct, etc., pour voilà, compenser entre guillemets avec le stockage du carbone chez les agriculteurs. Ok, c'est intéressant. Après, nous, ce qu'on voit, c'est toujours un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est ce que vous disiez, Bull, il me semble. Vous disiez que c'est aux producteurs d'être assez forts pour pouvoir faire, entre guillemets, un peu de pression afin d'avoir leurs résultats qui sont reconnus, leurs résultats bas carbone. Mais en fait, pour ça, on peut pas avoir de résultats si, enfin, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, si jamais on n'est pas incité parfois à la transition. Donc, c'est là, enfin, nous, ce qu'on voit de toute façon, hein, avec, dans les échanges qu'on a, c'est que énormément d'acteurs se posent enfin, d'agro-industriels se posent des questions, ça veut bouger, mais voilà, enfin, on attend qu'il y ait quelque chose quand même de plus massif qui, qui se mette en place. Oui, non, non, mais clairement, on peut pas parler de quelque chose qui est massif, mais Ouais, et puis la polémique se pose pas seulement au niveau du carbone. En réalité, c'est vrai. quand on parle du rapport de force, enfin, oui, c'est pour ça que nous, on prône beaucoup le partenariat parce qu'on observe finalement quand même un rapport de force entre les producteurs et les industriels. Donc la question se pose aussi au niveau de la qualité du produit, au niveau Bien de, sûr. enfin voilà, au niveau d'un grand nombre de choses. Donc, euh, donc finalement, l'idée, ce serait peut-être plutôt de faire parler les gens, enfin de faire parler les industriels avec les gens chez lesquels ils s'approvisionnent autour du sujet du carbone pour se demander bah, comment on fait pour avancer ensemble. Parce que c'est vrai qu'une logique descendante de l'industriel vers les producteurs, entre l'industriel qui attend que le producteur fasse le premier pas et le producteur qui dit oui, mais moi, si tu me payes pas plus cher, en fait, je vais rien faire. On est d'accord, on est dans une situation qui est un peu bloquée. D'où l'intérêt, en fait, du coup, de nouer vraiment des partenariats forts et de comment dire, et de construire ensemble ces solutions en fait, aussi bien voilà, les industriels et les producteurs ensemble. Et puis ça pourrait même intéresser la distribution en fait. Donc là, on en revient à animer les acteurs sur un territoire autour d'une filière. Et pourquoi pas autour de la thématique particulière du carbone. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques ou commentaires que vous vouliez faire? Pour information aussi, toutes les présentations, la présentation et le replay de la vidéoconférence, ils seront mis à disposition sur l'espace adhérent de VG Police Vallée et on vous enverra une information par mail en ce sens. Donc vous aurez toutes les infos avec les contacts aussi de nos deux intervenantes. Bien écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je ne sais pas si Célia ou Bulle, vous vouliez rajouter quelque chose, un mot de la fin ou si on clôture, si on clôture comme ça là. Non, bah Bulle, t'avais. Oui, oui, en fait, je voulais juste dire parce qu'on nous
comment dirais-je, quand on parle relocalisation avec relocalisation du sourcing avec les industriels, on nous oppose souvent le fait que c'est trop cher. Je pense à une mission notamment qu'on a menée avec un gros industriel qui fait des yaourts aux fruits et qui s'était posé la question de la relocalisation de son sourcing de fruits en France, sourcing qui menait en Europe jusqu'à présent. Et donc on a beaucoup travaillé avec lui pour identifier des sourcings et enfin clairement les tarifs n'ont rien à voir. Et donc on nous oppose souvent le fait, on nous dit souvent bah en fait c'est trop cher de relocaliser. Et en fait j'avais juste envie de dire que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut se poser la question, mais plus une question de voilà une question de gestion du risque. Une question de mais si demain il y a un problème dans les pays où j'ai l'habitude de m'approvisionner, typiquement pour rebondir sur ton exemple Célia, du compotier qui trouvait plus sa matière première. Donc si demain il y a un problème dans les pays où j'ai l'habitude de m'approvisionner, comment je fais? Est-ce que je risque pas de mettre la clé sous la porte, et cetera? Et donc l'idée en fait, relocaliser finalement, ça va être plutôt un mouvement stratégique qu'un mouvement sur lequel on va avoir l'impression de gagner quelque chose tout de suite. Oui, tout à fait. C'est vraiment un engagement long terme aussi, systémique, qui engagera tous les acteurs de la filière. Brice, je vois que vous avez ouvert votre micro. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, bonjour. Alors, Bonjour. donc moi, je suis Brice Canivet, je suis le patron des achats chez Redzel que vous avez cité dans la presse sur la relocalisation du Bonjour cornichon. Brice. Bonjour Bulle. Bonjour Célia, enfin enchanté Célia, enchanté Joséphine, on s'était jamais vu. Un petit retour d'expérience justement de l'industriel qu'on est. J'ai noté un certain nombre de points. Déjà, on est assez content de se dire qu'on coche quelques cases effectivement qui font les conditions de la réussite d'une réimplantation. Enfin voilà, j'ai noté la proximité. Clairement, en fait, quand on est une PME, l'échelle locale pour instaurer le dialogue est plus facile et pour effectivement avoir un rapport individualisé avec les producteurs. Voilà, s'intéresser au modèle d'exploitation et au modèle économique. Nous, quand on a redémarré, c'était la condition, c'est-à-dire qu'en fait, on a monté le compte d'exploitation ensemble avec le producteur. Les cornichons, ils viennent d'Inde ou ils viennent d'Europe. Pour le faire en France, la question c'était combien vous voulez gagner et est-ce que nous on arrive à derrière dérouler un modèle économique et avec les distributeurs. Donc le deuxième point c'est vous avez pas mal parlé de partenariat, mais je crois que un point sur lequel il faut insister, c'est le tripartite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un distributeur derrière qui s'engage, l'industriel et voilà, l'industriel il a son métier, le distributeur c'est un autre métier. Et à l'initiation du projet, on a eu la chance d'être accompagné effectivement par un des retailers les plus importants en France, qui nous a pas imposé les conditions de marge arrière qui d'habitude sont la pratique la pratique habituelle. Ça nous a aidé effectivement à solidifier le modèle et puis à donner des garanties aussi. Voilà, évidemment que la contractualisation long terme, c'est aussi un enjeu. Je voulais revenir sur la partie comment on valorise finalement, parce que comment on valorise, ça veut dire comment derrière on peut redonner, on peut partager cette valeur ajoutée, comment on peut faire la montée en gamme. Juste pour ce que tu disais, Bulle, à l'instant, c'est difficile. C'est une chose qu'arrivent à faire par exemple des gens comme McCain ou justement ou Burger King, des gens qui disent on vous garantit 30%, 40%, 50% de nos pommes de terre françaises par exemple dans notre approvisionnement de pommes de terre. Nous, c'est pas l'approche qu'on a.
Nous, effectivement, on est en train de dire on fait un cornichon français. Et il est vendu comme tel. Donc on n'est pas dans la gestion du risque. On est dans la valorisation d'une filière. Voilà. Donc ça veut dire que tous les coûts sont portés par la filière et on n'est pas en train de les moyenner. Ce qui rend la chose plus difficile quand on veut continuer dans cette volonté de monter en gamme, d'aller sur justement le travail des pratiques en agroécologie ou une stratégie bas carbone, parce que qu'il y a déjà, on paye un premium qui est lié à la relocalisation. Donc en fait, après, c'est rajouter des couches. Et vraiment, là, on arrive, en tout cas, voilà, on se heurte, surtout dans le contexte actuel, voilà, inflationniste, parce qu'on a fait le choix en plus, bon, c'est la particularité de notre filière, qui est de répercuter, comme les coûts de récolte sont ce qui pèse le plus, nous, dans notre coût de revient, et donc toutes les hausses qui sont liées à la main d'œuvre, on les répercute. C'est notre contrat. Donc ça sécurise. Mais par contre, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une spirale. Enfin, faites la somme de la hausse du SMIC depuis 9 mois, et vous allez retrouver ça dans nos prix. Donc sur la stratégie, sur ensuite développer effectivement, monter en gamme sur du bio ou sur de la lutte intégrée ou sur de l'agroécologie, ou c'est difficile pour une raison de prix. C'est difficile pour une deuxième raison, c'est on va dire la typologie ou la sociologie des producteurs avec qui on travaille. C'est-à-dire que ceux avec qui vous démarrez n'est pas forcément un profil de producteur sur lequel vous voulez les emmener justement sur ces démarches-là. Il y a quand même une notion, au-delà du prix, il y a une notion d'appétence, de stratégie d'exploitation pour ces sujets-là. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous construisez votre filière, votre paysage ou la population de vos partenaires, elle peut évoluer aussi. Donc en fait, on est toujours dans un mouvement entre construire, parce qu'on est en construction, consolider, et puis faire évoluer en fait le panel de producteurs. Si je peux juste rebondir sur ce que dit Brice sur l'évolution du panel de producteurs. Je pense que les industriels ont aussi, entre guillemets, le poids de, sans imposer, mais d'accompagner les agriculteurs vers un cahier des charges agroécologique. Je donnais l'exemple tout à l'heure de MC, mais on accompagne pas mal de grands groupes. On travaille avec Danone, par exemple, sur les impluviums d'eau pour réduire les phytos de leurs agris sur ces impluviums-là. On travaille avec des grands groupes de luxe français qui refont toute leur stratégie vraiment de leur jardin agroécologique. Je pense qu'en fait, à peu près tous les agriculteurs ont cette volonté-là, si on leur en donne les moyens, d'aller vers des pratiques agroécologiques. Et je pense que d'être soutenu par les gens à qui ils vendent leur production, c'est leur donner les moyens. Et en les accompagnant ensuite techniquement comme nous on peut le faire. Enfin voilà, je pense que tous les agriculteurs en France ont la volonté en fait de le faire et en ont la capacité avec un accompagnement adéquat. Merci Brice et Célia pour vos commentaires. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui voudraient prendre la parole ? Eh bien, si pas de manifestation, je vous propose de clôturer ce webinaire sur les nouvelles filières. Merci beaucoup Bull et Célia pour votre implication et pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Donc comme je disais, la
présentation et le replay seront disponibles sur le site de VG Police Vallée dans l'espace adhérent. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il y aura tous les contacts dans ces présentations. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et un bon week-end en avance. Et à bientôt. Merci Merci beaucoup. Joséphine pour ton accueil. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.